mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir et nous sommes également ravis d'accueillir avec nous ce soir M. Karim Zeribi. Bonsoir Karim. Bonsoir. Karim Zeribi est un homme de médias, il n'est plus à présenter, il est fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne, c'est également un ancien eurodéputé. Merci d'être venu Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui on parle et on discute alors que le monde est en ébullition. Vous avez vu que récemment il y avait une agression sioniste sur l'Iran s'est défendu, il y a eu un cessez-le-feu, la situation à Gaza continue, le massacre continue. Vous êtes parmi les rares voix en France qui dénonçaient ce crime commis par l'entité sioniste, génocide aussi. Alors quelle analyse faites-vous justement de cette conjoncture mondiale très tendue, notamment au Moyen-Orient? Mais d'abord, bonsoir et merci de votre invitation, Faisal. Vous posez une question qui est très complexe parce qu'elle nous amène à analyser les bouleversements que notre monde vit, et des bouleversements qui sont principalement dus par un bafouement constant et permanent du droit international, par les mêmes puissances de notre planète. Je pense au monde occidental principalement et à son bras armé au Moyen-Orient, un régime colonial et messianique amené par le criminel Netanyahou. On voit qu'on a des indignations à géométrie variable, une forme de mobilisation pour des causes et une forme d'indifférence pour d'autres. Oui. Pour l'Ukraine, tout le monde s'est soulevé, tout le monde a sollicité des mesures de rétorsion à l'égard de Poutine et de la Russie. Et pour Gaza, il y a une forme d'indifférence. On a près de 60 000 morts, des Gazaouis déportés, la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie, des expropriations, des humiliations quotidiennes. Et là, il y a une forme de silence, voire de complicité du monde occidental et de certaines nations qui ne font pas respecter le droit international. Donc, notre monde est bouleversé par, je dirais, cet irrespect des principes universels, des droits de l'homme, tout ce qu'on nous véhicule en permanence, mais qui serait bon pour les autres et à ignorer pour les autres, pour les uns. Donc moi je trouve que c'est assez scandaleux. J'espère que nous parlerons de la voix de la France dans ce contexte qui est une voix qui n'honore pas que la France. Comment vous expliquez cette attitude du monde occidental? Pourquoi le deux poids deux mesures? Parce que le massacre à Gaza qui se poursuit a montré ce deux poids deux mesures. On parle de l'Ukraine, vous avez dit, on attaque quotidiennement la Russie. Et pour Israël, on se tait. Comment vous expliquez cette attitude? Mais c'est une volonté de domination. Il y a un retour de l'impérialisme occidental, qui est une volonté de conquête et de domination. C'est les peuples dominants qui sont vieillissants, parce qu'on a un Occident qui est vieillissant, mais qui ne veut pas perdre la main sur, j'ai envie de dire, le déroulement des affaires du monde. Or, on a un Sud global qui s'organise, on a un Sud global qui conteste l'hégémonie occidentale, et ce Sud global-là inquiète les puissances occidentales, les États-Unis en premier lieu, mais aussi les pays de l'Union européenne. Et donc, il faut aujourd'hui déstabiliser les pays du Sud global, et on l'a vu avec l'Iran, l'agression au nom du nucléaire militaire à l'égard de l'Iran est une agression qui nous rappelle l'agression de l'Irak avec une arme de destruction massive qui n'existait pas. Absolument. Donc on reprend les mêmes recettes avec effectivement les mêmes causes. Les mêmes causes et vous avez cité la France qui était membre permanent du Conseil de sécurité, qui quand il y a eu l'agression sioniste contre l'Iran a évoqué le droit de l'entité sioniste ou d'Israël de se défendre. Comment vous expliquez qu'un État qui est supposé appliquer le droit international, vous savez que l'entité sioniste a attaqué l'Iran au nom de la guerre préventive, qui n'existe pas, vous savez, dans le droit international, puisse dire cela? Mais d'abord, je pense qu'on a une organisation des Nations Unies qui arrive à bout de souffle en fin de cycle. Il faut la réformer. La fin de la Société des Nations en 1945, on a en 1946 la création des Nations Unies, nous sommes en 2025. On voit que le Conseil de sécurité tel qu'il est organisé, avec les 5 pays qui détiennent le droit de veto, je le rappelle, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, on voit bien que ce vieux monde-là est à bout de souffle et qu'il faut redonner un nouvel élan aux organisations internationales
international parce que les décisions ne se prennent pas aux Nations Unies. Oui. Et la voix des Nations Unies n'est pas entendue. Et les Nations Unies sont là pour faire respecter le droit international. Ce droit n'est pas respecté. Il faut réformer les deux instances aujourd'hui oui. qui semblent gérer les affaires du monde, c'est le G7 et c'est les BRICS. Mais les BRICS inquiètent aujourd'hui les pays occidentaux, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan énergétique. Et là, on est dans une démarche de déstabilisation des pays du Sud global. L'Algérie, justement, on parle du Sud global, l'Afrique, l'Algérie plaide avec d'autres pays africains, comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, pour que le Conseil de sécurité, les membres permanents, le Conseil soit plus élargi. C'est-à-dire parce qu'il se trouve que l'Afrique est le seul continent qui n'est pas représenté au Conseil de sécurité. Est-ce que vous soutenez cette idée de donner au moins 2 sièges à l'Afrique au sein permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? L'Algérie propose une réforme beaucoup plus profonde. Oui. Évidemment, elle propose l'arrivée de pays africains au Conseil de sécurité, mais elle propose aussi une réforme du droit de veto. Oui. Donc, un droit de veto qui est utilisé à dessein pour protéger des nations donc des exactions et du bafouement du droit international. Donc il faut revoir l'utilisation du droit de veto, il faut élargir les membres du Conseil de sécurité permanent. Donc, et il faut effectivement faire une place plus importante au continent africain, mais aussi aux pays asiatiques, aux pays d'Amérique du Sud. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une place équitable. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré. On est dans des déséquilibres qui je dirais, réfèrent aussi à ce qu'étaient, encore une fois, les rapports de force au siècle dernier. Les rapports de force ont évolué. On a des pays émergents qui deviennent des puissances en devenir. Il faut prendre en compte cela dans les organisations internationales. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a toute sa place comme membre permanent du Conseil de sécurité? L'Algérie a prouvé, elle va le prouver jusqu'à la fin de l'année 2025. Oui. Elle aura passé 2 ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Elle a donné de la voix. Oui. Et l'Algérie donne de la voix de manière constante pour les mêmes sujets. 1. Donc l'autodétermination des peuples. 2. La non-ingérence. 3. Le respect du droit international. 4. Force de médiation lorsqu'il y a des problématiques de cohésion au sein d'une même nation. Pas d'ingérence, mais mettre les États autour de la table pour discuter, dialoguer. C'est une force de paix, l'Algérie. Oui. C'est pas une force de crispation ou de tension. C'est un État qui a donné de la voix avec fierté, avec dignité au Conseil de sécurité. Ça nous a rendu fiers, à la fois nous, Français d'origine algérienne, mais aussi tous les Algériens, où qu'ils soient. Et j'ai envie d'aller au-delà. Toutes les opinions qui se sont levées contre l'ignominie de l'agression du régime colonial et messianique sur les Gazaouis. On voit bien qu'il y a un décalage entre les opinions et les gouvernements. Le soutien inconditionnel au régime colonialiste est insupportable, inacceptable. Et l'Algérie a été pionnière, a été leader au Conseil de sécurité. Donc oui, l'Algérie a toute sa place de manière permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que les positions de la diplomatie algérienne, diplomatie de valeur, vous l'avez dit, qui soutient le droit à l'autodétermination des peuples, qui soutient les causes justes, comme la cause sahraoui et la cause palestinienne, ces positions qui n'ont jamais changé depuis l'indépendance du pays, est-ce que vous pensez que les attaques, notamment en France, contre l'Algérie, de l'extrême droite et de la droite dure, sont liées à ces positions? En partie, je pense que l'Algérie dérange certaines nations sur la scène internationale, parce que c'est un pays qui, au nom de son histoire, est fidèle à des principes intangibles qui ne sont pas négociables. Et on les a évoqués. Effectivement, l'autodétermination des peuples, le refus de la colonisation, donc sont des principes pour l'Algérie, pour l'Afrique du Sud, pour l'Irlande du Nord, tous les pays qui ont dans leur chair connu ces histoires-là, sont des pays qui sont en pointe. Je pense que ça peut jouer pour une certaine frange de l'échiquier politique français, des nostalgiques de l'Ouest, de l'Algérie française, cette droite républicaine qui n'existe plus en France, qui est devenue une droite extrême, qui court derrière le Rassemblement national et l'extrême droite. Est-ce que la droite républicaine est morte en France? Elle est morte, mais elle peut rapidement renaître si on a une candidature comme celle de Dominique de Villepin qui vient bousculer, j'ai envie de dire, les calculs de certains en 2027, parce que c'est pour moi le dernier gaulliste qui est capable de donner de la voix sur la scène internationale. Vous soutenez cette candidature pour les élections de 2027 ? Je pense que Dominique de Villepin a toutes ses chances de mobiliser des Français de droite, de gauche, du centre, des Français qui veulent une France libre, une France qui retrouve ses valeurs, qui retrouve sa boussole. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que la France n'est plus la France, que la France s'est perdue
à la fois en matière de politique internationale, mais aussi en matière de politique intérieure, avec une recherche de bouc émissaire permanent, donc en ne réglant pas les problèmes de politique intérieure. Et d'ailleurs, l'Algérie a été un élément de politique intérieure, utilisé comme tel par Bruno Retailleau, qui est un ministre qui sème la zizanie, la crispation, les tensions. Pourquoi ? Pour la France? Non. Pour son intérêt personnel. Justement, il veut être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que les attaques menées par Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur et qui s'aventure sur les territoires de la politique extérieure, sans être rappelé à l'ordre, vous l'aurez noté, cette campagne anti-algérienne, j'allais dire une croisade anti-algérienne, liée justement à cette ambition politique de devenir président de la France? En partie, oui, mais je pense que c'est aussi dans son ADN. Oui. Je pense que Bruno Retailleau est fidèle à lui-même. Cette forme de rancœur, oui, cette forme de volonté de créer des tensions, d'élever des murs, là où nous devons construire des ponts. Oui, l'histoire entre la France et l'Algérie est douloureuse. Moi, je suis français et algérien, j'ai une double appartenance. Donc, je fais partie, avec des millions de Français, de ceux qui veulent recréer une relation de confiance, d'égal à égal, de respect, aider Bruno Retailleau et consorts, Ciotti, Wauquiez, les Zemmour. Ces gens-là sont dans la négation d'une relation qui doit, à mon avis, être saine et repartir sur des bases nouvelles. Et ce sont des gens qui ont envie aujourd'hui de jeter de l'huile sur le feu pour récolter une forme d'électorat un peu frustré, un peu nostalgique. Mais pour moi, ça n'est pas la France. Ils ne représentent pas les Français. Je fais bien la distinction entre ces hommes politiques que je viens d'évoquer et le peuple de France. Je pense que les Français ont envie d'une relation apaisée avec l'Algérie. Ça n'est pas le cas aujourd'hui parce que Bruno Retailleau est au gouvernement. Et comment vous expliquez qu'il y a certains Algériens ou des Français d'origine algérienne, je citerai Kamel Daoud, je citerai Mohamed Sipaoui, Chouki Ben Zahra et d'autres, soutiennent ce discours de Retailleau, soutiennent ce discours de l'extrême droite contre l'Algérie et soutiennent même la position de l'extrême droite par rapport à Gaza. Personnellement, je ne peux pas me l'expliquer parce que ça n'est pas dans mon registre. Moi, je pense que lorsqu'on est algérien, parce que ça étonne quand même, où que l'on soit, donc on fait état d'une forme de patriotisme inné dans sa relation à l'Algérie. On a tous un attachement à nos racines, à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Je pense que ces gens-là ont des comptes à régler de nature et d'ordre personnel. Ils s'en prennent à l'Algérie, ils font fausse route, ils s'égarent. Et puis ils veulent peut-être aussi plaire à une forme d'intelligentsia qui n'en est pas une en France, et qui a de la place dans les médias, qui occupe un espace de parole. Et donc ils sont flattés par les honneurs qui leur sont dus par cette frange de la population, encore une fois, qui n'est pas représentative de la France. Et surtout pas représentative de la France universaliste, une France des droits de l'homme, une France des Lumières, une France qui, pour moi, dans son immense majorité, doit s'engager vers une relation nouvelle avec l'Algérie. Je pense que l'élection présidentielle nous permettra de remettre les compteurs à zéro. Il va falloir d'ici là se solidariser pour créer des ponts entre la France et l'Algérie, parce que certains vont essayer de créer des crispations. Et vous pensez que l'Algérie sera une thématique centrale ou l'une des thématiques centrales lors de la campagne pour la présidentielle 2027, comme elle a été ces derniers mois? Je ne pense pas que l'Algérie sera une thématique centrale. Je pense que l'immigration, l'islam, les musulmans et plus largement peut-être la diaspora sera une thématique qui sera au cœur des débats, parce qu'on sait très bien comment on peut instrumentaliser ces sujets dans une campagne présidentielle. Et quand on s'attaque à ces sujets, indirectement, on vise l'Algérie. Oui. Et je crois qu'il va falloir effectivement faire face, être organisé, structuré. Ça va être le rôle de notre diaspora, mais plus largement, le rôle de celles et de ceux qui veulent que la France redevienne la France. Et vous, comme membre de la diaspora algérienne, comment vous avez vécu justement ces derniers mois de crise? Parce que vous étiez pratiquement ciblé. À chaque fois, on parlait des Algériens de France, des OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, de l'immigration, etc. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes senti menacé? Menacé, non, mais on ne peut pas bien le vivre, parce que lorsque on attaque l'Algérie de manière injuste, on se sent attaqué au plus profond de nous-mêmes, et on a envie de rétablir cette forme d'injustice. Et donc on donne de la voix, et je pense que quelque part, ce que je vais dire va peut-être surprendre, mais ce discours de fracture que porte Retailleau permet aussi à notre diaspora de se souder, de se cimenter, de se réunir et de se retrouver.
parce que nous nous rendons compte là que, comme d'autres communautés, nous devons nous organiser et nous devons faire preuve de solidarité et donner aussi de la voix et peser sur le plan politique en France, peser sur le plan économique et faire en sorte que nous puissions être respectés là-bas, mais qu'ils puissent respecter aussi l'Algérie. Et ce sera le cas si nous existons, si nous nous structurons. Et il y a une prise de conscience. Moi, je le dis, et je m'en rends compte, je dirais, régulièrement, cette diaspora algérienne aujourd'hui, elle se structure, elle se retrouve, et elle a envie d'être respectée. Donc je pense que dans les semaines et les mois à venir, tout cela montera en puissance. Et comme d'autres communautés, vous savez, les Arméniens sont moins nombreux que nous en France, ils sont structurés. Donc les Juifs, vous connaissez le CRIF, sont structurés. Les Algériens ont le droit de l'être sans être traités de communautaristes. Il n'est pas question que les autres puissent se structurer, s'organiser, et que nous ne puissions pas le faire. D'où l'idée de créer le Conseil mondial de la diaspora algérienne. En partie. Oui. En partie, l'idée de créer le Conseil mondial de la diaspora algérienne, c'est être plus fort là où nous sommes, être utile humblement, mais avec détermination à l'Algérie, et notamment être utile en matière de développement économique. On a un gouvernement algérien, et au sommet de l'État algérien, le président de la République, qui a lancé des appels à la diaspora, des appels répétés. On a un écosystème économique qui favorise les investissements. Donc à nous maintenant de nous emparer des outils qui ont été mis en place, à nous de répondre aux appels du président de la République et de venir investir en Algérie. Parce que l'Algérie est un grand pays non seulement par sa superficie, mais par ses potentialités. Et il faut passer des potentialités à la stratégie, de la stratégie à l'action. Et on a un rôle à jouer. Moi, je n'aime pas quand on dissocie les Algériens de l'intérieur avec les Algériens de l'extérieur. Oui. Nous sommes une communauté nationale. Oui. Cette communauté nationale, elle doit être unie. Donc, et l'Algérie, quand elle est unie, elle est forte. Oui. Elle est forte, et je dirais même qu'elle a un rôle à jouer, pas simplement sur le continent africain, oui. Pas simplement sur le bassin méditerranéen, à l'échelle mondiale. Oui. Quand vous êtes dans le top 10 des producteurs de gaz, et le top 20 des producteurs de pétrole, quand vous avez la 24e puissance militaire, quand vous avez 1 800 000 universitaires, quand vous avez 98% des enfants algériens qui sont scolarisés en école élémentaire, donc, oui. Quand vous avez des potentialités même sur les énergies renouvelables, donc 3600 heures par an d'ensoleillement à Tamanrasset, 3000 heures par an sur l'Algérie, c'est une puissance solaire l'Algérie. Donc par son sol, on peut aller faire de la géothermie. Donc on a un avenir qui est un avenir incontestable sur la planète, ce qui crée des jalousies. Oui. Et qui peut augurer aussi des dangers à nos frontières. Donc, oui. Et heureusement que nous avons une armée, une puissance militaire qui garantit la sécurité de notre grand pays. Mais voilà, il y a un peuple algérien qui est debout, qui a la tête levée, une jeunesse algérienne qui veut trouver sa place, qui entreprend. Et on a une diaspora qui a envie de revenir, de s'intéresser aux affaires du pays, donc à son développement. Donc toutes ces forces-là additionnées peuvent faire de l'Algérie une grande puissance à l'échelle planétaire. Et comment justement, vous parlez de la diaspora, comment la diaspora peut-elle contribuer davantage dans le développement, notamment au développement durable? Et je rappelle que vous étiez à Alger pour une rencontre, un débat sur le développement durable. Le développement durable, ça sous-entend beaucoup de projets, notamment en matière d'énergie, d'environnement, etc. Comment la diaspora peut-elle contribuer? Est-ce qu'elle va aller vers des projets en Algérie, des projets communs, des projets en partenariat, ou peut-être avec l'expertise, le consulting? Au-delà de la question que vous me posez, j'ai envie de vous répondre plus largement sur le rôle de la diaspora dans les évolutions du monde dans lequel nous vivons. Oui. Je pense que l'apport de la diaspora peut être effectivement un apport économique, en investissement, en projet économique, il peut être aussi culturel. On a une diaspora algérienne qui rayonne dans le monde aussi dans le domaine culturel. Le cinéma, la musique, les arts, l'écriture. Le sport aussi. On a une diaspora qui rayonne dans le sport, on a une diaspora qui rayonne dans le domaine scientifique, on a des Algériens à l'OMS, on a Yasmine Belkaïd, la directrice générale de l'Institut Pasteur, oui. Donc brillantissime. Donc nous avons la directrice générale de Peugeot Europe, oui. Zineb Gout, sur le plan industriel. Donc on a des Algériennes et des Algériens qui représentent effectivement des femmes et des hommes qui rayonnent là où ils sont. Donc cette diaspora-là, elle doit aussi exercer un levier d'influence. Donc il y a la diplomatie institutionnelle, oui. Mais je pense qu'il y a d'autres formes de diplomatie. Une diplomatie culturelle, diplomatie économique et une diplomatie aussi sportive. En matière de communication. Sportive aussi. Sportive. Mais en matière de communication, je pense que c'est un des défis qui se présentent à nous. Oui. L'Algérie ne doit plus subir
la manière dont on parle de l'Algérie. L'Algérie doit impulser une communication qu'elle maîtrise. Oui. Et c'est les autres qui doivent parler de la manière dont on parle de nous. Et nous ne devons pas toujours réagir donc, aux injonctions, aux accusations, aux attaques. Parce que sinon, nous sommes dans une posture défensive. Et il y a certainement des médias à créer sur le plan digital, donc des magazines, donc une démarche en communication puissante qui doit nous permettre aujourd'hui d'avoir une forme de rouleau compresseur. Ça s'appelle le soft power. Disons les choses clairement. Le soft power aujourd'hui algérien doit être organisé, doit être structuré. Vous pensez qu'on ne fait pas assez sur le soft power? Est-ce que l'Algérie devrait faire plus de démarches, plus d'actions, d'opérations, justement pour expliquer ses positions, pour aussi attirer les investisseurs, les touristes, les médias, etc. Je pense qu'on peut toujours faire plus et que l'on doit faire plus. Parce que là aussi, on est dans une compétition de dimension internationale. On voit bien que c'est un levier, le soft power, qui est utilisé par les grandes nations de ce monde, mais aussi par des nations qui veulent faire parler d'elles. Je pense au Qatar, notamment, qui fait un soft power très positif et qui porte ses fruits. Donc l'Algérie a les moyens d'organiser des grands événements de dimension internationale, événements sportifs, événements culturels. Donc ça fait partie du soft power. L'Algérie a les moyens aussi d'organiser une communication via sa diaspora, une communication positive, une communication qui ne subit pas, une communication qui est plus offensive donc sur ce qu'est l'Algérie en réalité. Vous savez, si on ne parle pas de nous, on va laisser les autres parler à notre place. C'est ça aussi l'idée du soft power, c'est ne pas laisser les autres parler à notre place. Oui. Donc nous devons nous organiser effectivement de manière très structurée, très concrète. Il faut être concret quand on fait du soft power. Créer des médias, ça fait partie du soft power. Organiser un rassemblement de la diaspora à Alger avec des milliers de femmes et d'hommes issus de la diaspora, c'est du soft power. Et ce soft power-là, on est en train de le mettre en place. Les autorités algériennes sont plutôt favorables à la démarche qui est engagée par la diaspora. Donc nous allons, dans les semaines et les mois à venir, certainement monter en puissance. Et c'est salutaire et nécessaire pour l'Algérie. C'est investir aussi davantage dans les médias, parce que vous connaissez bien les médias, oui. À travers des interviews, à travers une présence, même si on a l'impression que, notamment en France, les médias sont en grande partie aussi dans l'Algérie. En fait, je pense que c'est intervenir dans les médias, mais c'est aussi diriger des médias. On voit bien les puissances de l'argent aujourd'hui investissent dans les médias en France et puis plus largement en Europe et aux États-Unis. Donc dans le monde, c'est un levier de pouvoir, les médias. C'est un levier d'influence, les médias. Donc il faut absolument que nous puissions aussi investir dans des radios, dans des médias digitaux. Je parlais de magazines. Là aussi, il y a des démarches qui commencent à émerger. Donc, il faut que ces démarches soient soutenues par les acteurs privés. Qui doivent s'y retrouver, parce qu'ils vont bénéficier aussi de cette montée en puissance médiatique, mais aussi la puissance publique peut aider, créer des conditions favorables pour que tout cela émerge. Donc, mais je crois qu'il y a une prise de conscience collective des Algériens, des autorités algériennes, des acteurs privés, et ça va dans la bonne direction. Est-ce que vous avez des projets en ce sens, justement, avec les médias ? Il y a des projets, je pense qu'il y a des médias aujourd'hui qui peuvent être repris par des Algériens, dirigés par des Algériens. Il y a énormément de compétences dans le monde médiatique à l'extérieur et ces Algériens-là matérialisent aujourd'hui avec une puissance économique, parce qu'on a énormément d'Algériens qui créent des richesses, qui ont des entreprises et qui ont envie d'investir dans les médias. En fait, on a pris conscience et on le voit que c'est un pouvoir qui est décisif, qui fait basculer des élections, qui évite aussi, lorsqu'on détient des médias, de subir des fake news. Parce que qu'est-ce qu'on entend parfois comme fake news sur l'Algérie? C'est crispant, je dirais, ça peut générer une forme de colère, parce que finalement on parle de l'Algérie telle qu'elle n'est pas, mais pour qu'on ne subisse pas, encore une fois, pour qu'on soit à l'offensive, il faut que nous puissions investir dans des médias, investir dans des vecteurs de communication. Et le digital offre des opportunités assez exceptionnelles là-dessus, les réseaux sociaux, les web TV, je parlais des radios. Il y a un mouvement qui est en train de s'amorcer, il va falloir qu'il s'optimise au cours des semaines et des mois à venir. C'est, je dirais, crucial pour l'Algérie. Je parlais tout à l'heure d'hostilité des médias. Je voulais savoir pourquoi une hostilité. Est-ce que parce que ces médias sont détenus par des hommes d'affaires, proches de la droite, de l'extrême droite, ou est-ce que c'est lié à d'autres paramètres? Parce que souvent, d'autres pays, notamment je parle des pays voisins, on ne les voit jamais attaquer de la même manière que l'Algérie. On a l'impression qu'il n'y a que l'Algérie qui subit matin et soir les attaques et les critiques
d'une partie des médias. Je ne parle pas bien sûr de tous les médias français. Oui, vous avez raison de faire preuve de discernement, parce Oui. que parfois, on a des médias qui manquent de discernement. Il y a une partie des médias qui ont une forme d'obsession algérienne, avec des politiques qui ont une forme d'obsession algérienne. On a le sentiment que matin, midi et soir, leur fond de commerce, c'est l'Algérie, avec un discours négatif, un discours blessant, vexatoire à l'égard de l'Algérie. Je crois qu'il y a une volonté aujourd'hui de mettre à mal la fierté algérienne. Parce qu'on a un peuple algérien quand même, qu'on le veuille ou non, qui est constitué de manière un peu particulière, qui est fier, fier de son histoire, fier de ses racines, attaché. Il y a un patriotisme algérien qui dérange. Il y a un patriotisme algérien. Le patriotisme, à l'échelle internationale, a tendance un peu à s'éteindre, à se diluer. Et on a des Algériens, où qu'ils soient, qui ont l'Algérie au cœur. Ça dérange, ça gêne. Donc il faut attaquer ce pays. Puis en plus, c'est un pays, l'Algérie, je l'ai dit tout à l'heure, qui a, des leviers qui sont en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons pour devenir une puissance de dimension planétaire. Et donc, pour pas que l'Algérie joue dans le concert des grandes nations, certains pensent qu'il faut l'attaquer, il faut l'affaiblir, qu'il faut la mettre en difficulté. Vous savez, donc on n'attaque que les gens dont on a peur, on n'attaque que les gens dont l'on craint effectivement l'émergence. Et l'Algérie est un pays qui est en train d'émerger, donc qui voit sa diversification de l'économie, un pays qui commence à produire, une jeunesse qui crée, une diaspora qui se fait entendre, qui s'organise, qui se structure. Tout cela inquiète. Il va falloir qu'ils s'y habituent et qu'ils fassent avec. Parce qu'il n'est pas question que nous reculions, que nous fassions du surplace. On a un peuple digne, un peuple debout, un peuple fier. Donc c'est comme ça que sont les Algériens. Merci Karim Zeribi. Restez avec nous. On poursuivra le débat avec vous et avec nos amis téléspectateurs après cette pause. Rebonsoir, merci de nous retrouver dans ce débat, dans cet échange avec M. Karim Zeribi, l'homme des médias, l'ancien eurodéputé et fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Nous continuons donc ce débat et nous reprenons sur la crise diplomatique qui existe toujours entre l'Algérie et la France. Vous savez que l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris, que la France aussi a rappelé son ambassadeur à Alger. Comment voyez-vous l'issue de cette crise? Est-ce que vous pensez que cette crise entre les deux pays, certains experts la présentent comme l'une des plus graves, si ce n'est la plus grave dans l'histoire de la relation entre les deux pays, va être dépassée? Écoutez, je pense qu'il faut que les acteurs de bonne volonté reprennent la parole. Il faut qu'il y ait des voix qui prônent l'apaisement entre la France et l'Algérie, afin de faire taire ceux qui veulent jeter de l'huile sur le feu et générer des crispations dans cette relation qui certes est douloureuse au nom de son histoire, mais qui doit entrevoir l'avenir avec, j'ai envie de dire, confiance, sérénité et respect. Malheureusement, aujourd'hui, au sein du gouvernement français, il y a une voix qui gêne, qui dérange. C'est celle de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a intérêt, pour des enjeux de politique intérieure et des ambitions très personnelles, la présidentielle de 2027 en ligne de mire, à générer des crispations, à faire de l'Algérie un sujet d'obsession et de crispation permanent. C'est malheureux et c'est dramatique parce que d'abord, il s'immisce sur un terrain qui n'est pas le sien, il est ministre de l'Intérieur et pas ministre des Affaires étrangères, et puis il prend le pas sur les prérogatives du président de la République, Emmanuel Macron, qui a toujours entretenu de très bonnes relations avec le président Abdelmadjid Tebboune. Et cette bonne relation, aujourd'hui, elle est un peu gâchée et refroidie par l'activisme d'un Bruno Retailleau, qui sert encore une fois des intérêts très particuliers et qui ne représente en aucun cas la France et les Français. Parce que moi, je suis convaincu que les Français veulent une relation de qualité, apaisante, gagnante-gagnante. Vous savez, nous avons 11 milliards d'échanges entre la France et l'Algérie sur le plan économique. Il y en a 21 milliards entre l'Algérie et l'Italie. La France était, il y a quelque temps, mes partenaires commerciaux. C'est du gâchis. Maintenant, c'est l'Italie, oui. Oui, c'est du gâchis sur le plan économique. Et la France, aujourd'hui, laisse passer des opportunités pour le secteur économique français. D'ailleurs, Michel Bizac, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Algérie, dit clairement qu'il faut cesser ces polémiques et qu'il faut maintenant revenir à un discours de respect mutuel. Et Michel Bizac le dit en demandant à Bruno Retailleau de se taire.
C'est insupportable cette voix dissonante de Bruno Retailleau, encore une fois, qui joue d'intérêts particuliers et qui ne porte pas l'idée de l'intérêt général. Vous pensez que Bruno Retailleau agit tout seul ou est-ce qu'il n'est pas soutenu? Parce qu'on a l'impression qu'il est soutenu par des hommes politiques, par des médias qui relaient ses propos, ses accusations, ses attaques contre l'Algérie. Bruno Retailleau donc parle pour lui. Je pense qu'il n'est pas représentatif des Français. L'immense majorité des Français souhaitent une relation apaisée entre la France et l'Algérie. D'abord, c'est l'intérêt de la France sur le plan économique. C'est l'intérêt de la France sur le plan diplomatique. C'est l'intérêt de la France sur le plan sécuritaire. Parce qu'il y avait des coopérations entre la France et l'Algérie. Des coopérations de renseignement, des coopérations militaires, des coopérations économiques, des coopérations universitaires. Cette relation était vivace, était positive, était constructive. Aujourd'hui, la France perd du terrain en Algérie. C'est la faute je dirais, de personnalités comme Bruno Retailleau et d'autres qui font de l'Algérie un sujet obsessionnel parce que c'est un fonds de commerce politique. Et ils essaient d'aller raviver des esprits, je dirais, de domination perdue. Parce qu'effectivement, certains sont nostalgiques de cette relation, de cette histoire. Mais l'Algérie est un grand pays, souverain, indépendant, ça n'est plus un département français. Il faut que ces gens-là le comprennent. Et il faut qu'il y ait des voix qui puissent éteindre et faire taire les voix telles celles de Bruno Retailleau. Donc le président de la République française, Emmanuel Macron, doit reprendre le lead dans cette relation, doit demander à ses ministres de ne plus donner de la voix. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il se tait? Parce que je pense que Emmanuel Macron est affaibli aujourd'hui par la situation politique française. On le voit. Emmanuel Macron n'a plus de boussole sur le plan international, diplomatique. La voix de la France sur la problématique au Moyen-Orient est dramatique. La voix de la France, c'est soutien conditionnel à Israël, et puis le lendemain, c'est respect du droit international, et puis le surlendemain, c'est il faut soutenir et aider les Gazaouis, et puis ensuite, on s'excuse face à Netanyahou, le criminel. Vous avez vu la manière dont ont été traités les gendarmes français à Jérusalem il y a quelques semaines. Ils ont été humiliés. Est-ce que vous avez entendu la France donner de la voix pour dire que c'était inacceptable et insupportable? Jamais. Pas du tout. Donc la France s'est couchée. Donc la France était un grand pays sur le plan diplomatique, avec une voix noble, une voix pour les peuples opprimés, une voix pour les droits de l'homme, une voix qui était une voix pour la justice, pour la souveraineté des peuples, pour la non-ingérence. Et on se souvient du discours de Dominique de Villepin en 2003 aux Nations Unies. Nous avons tous été fiers d'entendre ce discours français. Est-ce que vous pensez que la politique extérieure de la France est otage de lobby pro-israélien? Je pense qu'il y a un lobby aujourd'hui pro-israélien qui existe aux États-Unis avec AIPAC, donc, oui, qui est une organisation qui pèse sur le résultat des élections, qui finance l'élection américaine et qui influence Donald Trump fortement dans sa politique et ses choix. Mais je pense qu'il y a aussi un lobby en France qui s'appelle Elnet et qui s'est créé, qui donne des éléments de langage à certains éditorialistes, qui fournit aussi des éléments à certains politiques français, dont je me demande parfois si ce sont des parlementaires français ou des parlementaires de la Knesset, je dois vous l'avouer. Parfois, je suis un peu troublé par le fait que certains puissent défendre Israël plus qu'ils ne défendent la France. Donc c'est assez insensé. Imaginez la même situation si vous aviez des députés français d'origine algérienne défendant l'Algérie, donc dans la relation de tension entre la France et l'Algérie. Mais on crierait au scandale, on crierait à la trahison. Mais là, tout passe comme une lettre à la poste. Non, on a un deux poids, deux mesures permanent en diplomatie en France aujourd'hui. C'est le drame de la France qui a perdu sa boussole. Le deux poids, deux mesures, c'est quelque chose qui génère une forme d'indignation pour l'Ukraine et d'indifférence pour la Palestine. Mais tout cela ne passe plus. L'opinion n'est pas en adéquation avec cela. Et l'opinion en France, mais l'opinion aussi sur les 5 continents. Car nous voyons des populations civiles manifester parfois à l'encontre des positions de le gouvernement. Je pense donc à nos frères marocains qui manifestent, qui soutiennent le peuple palestinien et qui sont clairement en désaccord avec les choix qui sont faits de normalisation des relations et d'accords militaires actuellement. Et je pense que ce peuple marocain, qui est un peuple frère, prône des principes qui sont proches de ceux du peuple algérien. Et c'est pour ça qu'il faut rester unis entre peuples, et ne pas céder aux tentations de la division. Donc c'est important de le dire et de le rappeler. En France, lorsqu'on parle d'islamophobie, on tente à chaque fois d'amoindrir le propos. On parle d'antisémitisme et on oublie que les Arabes, c'est des sémites comme les Juifs. Mais l'antisémitisme évoqué en France, évidemment, ne parle que des Juifs. Pourquoi on ne peut pas reconnaître qu'il y a une certaine islamophobie? Parce que quand on suit le discours de la droite et parfois même de la gauche,
c'est islamisme, c'est les mosquées, c'est le rapport, c'est les frères musulmans, etc. Est-ce qu'il y a une islamophobie en France? D'abord, moi, je suis favorable à ce qu'on réhabilite ce terme, qui est un terme qui est souvent pas utilisé en France parce qu'on parle d'actes anti-musulmans. Moi, je parle d'islamophobie. Et le terme islamophobie a été créé par un administrateur colonial français au début du XXe siècle pour parler des agressions contre les musulmans, des humiliations que subissaient les musulmans, les Algériens, dans leur propre pays. Ensuite, derrière, on a eu des sociologues dans les années 50, britanniques, qui ont repris ce terme, qui ont fait des études. Et enfin, dans les années 80, ce sont des Français, des chercheurs, des universitaires qui ont analysé le phénomène de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est la haine de l'islam et du musulman. Oui. C'est la volonté aujourd'hui d'expliquer qu'il n'y a pas d'islam compatible avec les valeurs de la République, qu'il n'y a pas d'islam pacifique, qu'il n'y a pas d'islam progressiste, qu'il n'y a pas d'islam des Lumières. Or, donc, la civilisation islamique est une civilisation qui a apporté à l'ensemble de l'humanité. Donc, si on parle de l'astronomie, de la médecine, de l'algèbre, c'est la civilisation islamique. On a eu des grands penseurs, Avicenne, Averroès, de grands philosophes. Donc on a eu une ère qui a été une ère de progrès pour l'humanité, pas simplement pour les pays musulmans. Donc certains ont tendance à faire preuve d'amnésie sur l'histoire de l'humanité. Ensuite, je crois qu'en France, c'est dramatique de le dire, on a une montée de l'islamophobie. Une montée de l'islamophobie qui est corrélée par des chiffres. Est-ce que vous savez qu'au premier trimestre de l'année 2025, c'est plus 72% d'agression, donc à la fois physique et verbale, donc à l'encontre des musulmanes et des musulmans. Un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour ne pas le citer, qui a dit à la tribune d'un meeting « abat le voile », comme si le voile était une arme, comme si le voile représentait un danger pour les musulmanes qui souhaitent le porter. Vous savez, les musulmans ne font pas de prosélytisme en France. Ils sont respectueux pour l'immense majorité des règles de la République et des principes de laïcité. Et une femme a le droit de porter le voile ou de ne pas le porter. Ça n'en fait pas une meilleure musulmane. Mais il faut la laisser libre. Ce que nous prônons en islam, c'est la liberté. Et l'islam prône la l'égalité entre l'homme et la femme. Et certains politiques français veulent prôner, je dirais, des textes qui n'existent pas en islam et déforment, dévoient la religion musulmane. Donc, encore une fois, à des fins politiciennes, à des fins de confrontation, de haine, de guerre des civilisations. Mais pourquoi ce genre de débat n'existe qu'en France? Parce que si on fait les pays occidentaux, on fait le tour, on n'a pas ce genre de débat en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, etc. Pourquoi ce débat il existe uniquement qu'en France? Parce que je pense que fracturer la société française, pour certains, c'est synonyme de conquête de pouvoir. C'est vrai, le pouvoir rend fou. Certains sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir. Et souvent, ce sont ceux qui se prétendent comme patriotes, qui sont tout le contraire. Parce que quand on est patriote, on veut faire du bien à son pays. Oui. Donc on est attaché à la cohésion de son pays. Or, ces gens-là qui se prétendent patriotes et qui sont des gens de la droite extrême et de l'extrême droite font du mal à la France, divisent la France, divisent les Français. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont croyants et non croyants. Il y a des Français juifs, catholiques, musulmans, bouddhistes. Ces Français-là partagent des valeurs communes, au-delà de leurs croyances et de leur religion. Mais ils ont des problématiques aussi communes. Donc le pouvoir d'achat, la sécurité, les questions de logement, la qualité des services publics. Comme les politiques sont incapables de régler, de répondre à ces questions structurantes et structurelles pour la société française, donc ils s'attaquent à des boucs émissaires. Les boucs émissaires aujourd'hui en France sont les musulmans et les immigrés. C'est dramatique, parce que c'est un pays qui, je dirais, qui s'extrémise, qui se radicalise. Et pour cela, il faut que la jeunesse française et que les voix de la raison puissent s'élever. Il faut que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, aillent voter. Il faut que notre diaspora se structure et s'organise. Vous savez, je le dis souvent, moi qui ai fait de la politique par le passé, qui n'en fait plus aujourd'hui, Éric Zemmour, candidat algérophobe, qui a une obsession algérienne, a fait 2 millions de voix. 2 millions de voix, c'est équivalent à 7% en France à l'élection présidentielle. Nous représentons aujourd'hui 5 à 6 millions d'Algériens en France. Si nous avons la moitié, 3 millions, qui va vers les urnes et qui s'exprime et qui se fait entendre, c'est égal à 10% pour une élection présidentielle. Ça veut dire que la communauté algérienne de France peut décider, avec son poids, qui sera le prochain président de la République. Et qu'est-ce qui empêche un Algérien de se présenter aux élections françaises? Rien.
Je pense qu'il faut qu'il y ait un profil charismatique, passionné de politique, capable de porter un projet, fédérateur, à la fois un Français, fier d'être Français, mais fier de ses origines aussi. Donc, pas question qu'il y ait un Français qui fasse preuve d'amnésie ou de reniement de ses origines. Il ne serait pas représentatif d'abord de ce que la France définit donc en matière de citoyenneté, mais il ne serait pas soutenu. Mais je pense qu'un Français qui est fier d'être Français, fier de ses origines et qui porte un projet politique donc qui rassemble les Français autour d'un idéal, liberté, égalité, fraternité, laïcité, peut demain faire entendre une voix intéressante et prépondérante. Et vous pensez que l'extrême droite a des chances en 2027 avec Retailleau maintenant que Marine Le Pen est hors course, avec le discours actuel, est-ce que vous pensez que l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir? On ne peut pas dire que l'extrême droite n'a pas de chance quand on voit cette poussée de l'extrême droite en Europe. Donc globalement, on sent qu'il y a quand même un mouvement qui s'est amorcé vers une posture de radicalisation donc dans les urnes, plutôt des confrontations. Il n'y a pas de communauté nationale unie. Et donc il est possible que l'extrême droite arrive au pouvoir avec la droite extrême, ce qu'ils appellent l'union des droites extrêmes. Oui, je pense que c'est possible. On fera tout pour que ça ne le soit pas. Évidemment, ça n'est pas un souhait pour une grande majorité de Français. Donc il faudra se mobiliser. Et il faudra aussi qu'il y ait des alternatives. Après, je pense qu'il est tout à fait possible de faire émerger, on a presque 2 ans avant l'élection présidentielle en France, beaucoup de choses vont se passer, c'est à la fois court mais à la fois long en politique, donc j'espère qu'il y aura l'émergence d'une candidate ou d'un candidat capable de porter encore une fois une France rassemblée, une France positive, une France qui retrouve sa boussole sur la scène internationale, mais aussi au plan intérieur. Donc c'est important pour l'avenir du pays. Vous pensez à De Villepin ou à Mélenchon ? Qui des deux pourrait rassembler? Je pense que les deux portent une voix qui est intéressante dans le débat public français. Vous savez, quand les musulmans sont attaqués et quand l'islamophobie est grimpante, on a des voix, celles de Mélenchon et de Villepin, qui sont intéressantes. Sur les questions internationales, qui est allé au secours des Palestiniens qui étaient éradiqués par le régime colonial et messianique de Netanyahou, c'est Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon. Donc ce sont des voix intéressantes qu'il faut respecter. On va voir ce qu'ils proposent en matière de politique intérieure, parce qu'on ne peut pas non plus être élu simplement sur des questions de politique internationale. Mais ce sont des voies intéressantes qu'il faudra regarder de près. On peut perdre la politique fiction en pensant que Retailleau va remporter les élections présidentielles en 2027. Comment seront les relations avec l'Algérie? Ce sera des relations tendues. Évidemment tendues, mais je ne veux pas ni envisager, ni souhaiter, ni croire à ce scénario. Oui. Et je reviendrai toujours à cette crise, comment on l'a dépassée? Parce qu'on est toujours en pleine crise. Je vous ai posé la question au début du débat. Comment dépasser cette crise? Quelles seraient éventuellement les solutions diplomatiques, politiques pour que le partenariat algéro-français reprenne? Vous dites souvent que l'Algérie n'a pas besoin de la France, parce que l'Algérie est notre partenaire. Comment dépasser justement concrètement cette crise? Le dialogue, le respect, la considération, sincère. Je pense que la diplomatie, elle ne se fait pas avec des tambours et des trompettes. Elle est souvent efficace quand elle est discrète. Donc je crois qu'il faut reprendre les voies de la diplomatie. Il y a des diplomates dont c'est le métier, dont c'est la fonction, donc qui doivent aujourd'hui se parler. Il y a des services qui doivent aussi se parler. Il y a des coopérations qui doivent se remettre en place dans l'intérêt des deux pays. Donc des coopérations gagnant-gagnant. Encore une fois, je pense que l'intérêt de la France et de l'Algérie, qui sont deux grands pays, la France est un grand pays au sein de l'Union européenne et l'Algérie est un grand pays sur le continent africain et sur le bassin méditerranéen. Donc aujourd'hui, cette crispation, elle est perdant-perdant. Donc personne n'est gagnant. Même si, dans mon fort intérieur, pardonnez-moi, je pense que l'Algérie a peut-être plus besoin aujourd'hui de sa diaspora et d'un mouvement de sa population intérieure qu'elle n'ait besoin de la France. Je pense que l'Algérie, finalement, n'est pas dépendante de la France aujourd'hui. Elle n'est pas dépendante sur le plan énergétique, elle n'est pas dépendante sur le plan économique. Donc ce n'est pas avec quelques visas que la France va mettre la pression sur l'Algérie. On le voit, ça ne fonctionne pas. Donc, ce sont des coups de menton qui ne servent à rien, et qui ne peuvent satisfaire que ceux qui les donnent. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut revenir par le dialogue, par la diplomatie, par le respect. Il y a des femmes et des hommes sérieux, raisonnables, de part et d'autre. Il faut qu'ils se reparlent. Justement, la crise apparemment a plus servi à la France dans le sens qu'elle a perdu. Je pense servir, c'est dans le sens négatif, perdu des postures économiques et commerciales. L'Algérie, vous avez dit, n'a pas besoin de la France. Elle maintenant a des partenariats très solides avec des pays comme l'Italie,
comme la Turquie, comme la Chine, comme l'Inde aussi. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes, Éric Ciotti, Zemmour, Retailleau et tous les autres, agissent contre les intérêts supérieurs de leur pays? Oui, je pense que ceux qui se présentent comme des patriotes aujourd'hui, en France, sont en réalité des traîtres, qui ne servent pas la nation française, qui la desservent, qui lui portent préjudice. Vous savez, sur le plan économique, je l'ai dit tout à l'heure, 11 milliards d'échanges. Donc on pourrait avoir le triple entre la France et l'Algérie. 21 milliards avec l'Italie et l'Algérie. Qui est à la tête de l'Italie? Meloni. Meloni qui représenterait censément l'extrême droite italienne. Mais une Meloni qui ne fait pas d'ingérence, qui respecte l'Algérie et qui propose, à travers le plan Mattei, des contrats gagnant-gagnant, des partenariats gagnant-gagnant, avec l'Algérie, mais avec tous les pays du continent africain. Pas d'arrogance de la part de l'Italie. L'Italie est un pays de PME qui produit, plutôt doté d'un outil industriel intéressant, notamment sur le plan mécanique. Et l'Italie, aujourd'hui, travaille avec les pays du continent africain. Donc la France fait preuve d'arrogance. La France se présente comme elle n'est pas et comme elle n'est plus. Et d'ailleurs, sur le plan économique, l'Algérie a acheté pour 1 milliard par an de blé français. C'est fini, ce milliard-là, il est perdu. Donc l'Algérie s'est tournée vers la Russie et vers d'autres pays. Et c'est pareil pour tous les sujets. En plus, l'Algérie aujourd'hui devient autosuffisante sur le plan alimentaire, en développant les activités agricoles, sur le plan industriel. Les électroménagers algériens sont algériens aujourd'hui, donc sur le plan de la high-tech, de l'intelligence artificielle. Donc l'Algérie, elle bouge, elle est en mouvement, elle se développe. C'est un pays qui avance. C'est un pays qui avance, et moi je peux en témoigner. Je viens régulièrement en Algérie, je prends Air Algérie, prenez l'exemple d'Air Algérie. C'est une compagnie qui se modernise, avec un personnel très accueillant sur le plan commercial. Donc, on a moins de retard, on a une qualité de matériel puisqu'il y a des commandes qui ont été faites. Donc là aussi, le Air Algérie bashing, ça suffit. Je veux dire, Air Algérie n'a rien à envier à d'autres compagnies aériennes. Et on voit que son personnel est en mouvement, parce que c'est l'image de l'Algérie dans le monde. Donc Air Algérie progresse, avec un PDG très dynamique, dont je salue le travail. Sur le plan, encore une fois, agricole, industriel, l'Algérie produit le fromage algérien. Je donne des exemples concrets pour que chacun se rende compte. Il y a quelques décennies, on venait avec du fromage de France quand on venait en Algérie. Aujourd'hui, c'est fini. On préfère le fromage algérien. Donc, la qualité de la production algérienne est là, sur le plan agroalimentaire. Donc, l'Algérie est un pays qui est en mouvement. Les Algériens sont mobilisés. Donc, ils font preuve d'initiative. Et puis, il y a un écosystème législatif, le Code de l'investissement, l'Agence de promotion des investissements, donc, qui est favorable aussi aux créateurs d'entreprises et aux investissements. Donc, quand on a les Algériens de l'intérieur qui sont en mouvement, qui entreprennent, et les Algériens de l'extérieur qui ont envie d'un retour au pays, donc, en apportant leurs compétences, leur parcours, leur savoir-faire, je veux dire, la jonction des deux, l'addition des deux, mais c'est exceptionnel pour l'Algérie. C'est plus un pays émergent, c'est une grande nation à l'échelle de la planète. Donc moi, je donne quelques années à l'Algérie pour être au top des indicateurs sur un certain nombre de secteurs, parce que la machine est en marche. L'élan est lancé, rien ne l'arrêtera. L'Algérie célèbre le 5 juillet, la date du recouvrement de la souveraineté nationale. Qu'évoque pour vous cette date? Et aussi, est-ce que vous pensez que la question mémorielle pourrait être dépassée du côté français qui, à ce jour, ne peut pas reconnaître les crimes coloniaux? Je crois que la question mémorielle est centrale dans la relation entre la France et l'Algérie, bien que certains veuillent l'évacuer du côté français. Donc, l'Algérie n'a jamais demandé à la France de faire état de repentance. L'Algérie demande la reconnaissance. La reconnaissance de l'histoire de manière globale, pas de manière séquencée, pas de manière morcelée. Les Français aujourd'hui doivent faire un pas clair, fort, franc, sur la reconnaissance de l'ignominie de la colonisation. De 1830 donc, à 1962, il y a eu différentes séquences. En 1830, quand les Français sont arrivés, il y avait 3 millions d'Algériens. Donc 40 ans après, il n'y avait plus que 2 millions. Oula. Où est passé le million d'Algériens? Où est passé le million d'Algériens? Le million d'Algériens a vécu un génocide, disons les choses clairement. Donc, lorsque vous avez des séquences dans ces 132 ans de relations, qui ont été des séquences d'oppression, avec des crimes horribles, donc les enfumades de femmes, d'enfants, de vieillards, quand vous avez des résistantes et des résistants qui ont été tués, torturés, pendus, quand vous avez des villages qui ont été dévastés, des Algériens qui ont été expropriés, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître les choses. Ce n'est pas les Français d'aujourd'hui qui sont responsables donc de ces méfaits ignobles, de cette barbarie.
c'est les Français de l'époque, et c'est un régime. Ce n'était pas tous les Français. Vous savez, j'aime reprendre une expression de l'Arbi Ben Midi, qui disait au congrès de la Soumam, le 20 août 1956, ce ne sont pas les Français que nous combattons, ce sont les colons. C'est le colonialisme que les résistantes et les résistants algériens ont combattu. Ce ne sont pas les Français qui ne valident pas le colonialisme, les Français qui sont universalistes, qui sont pour le respect des droits de l'homme, qui sont pour une Algérie algérienne, sont respectés, appréciés, accueillis. Donc, mais le colonialisme, c'est effectivement quelque chose qui est révulsant pour les Algériens, qui est inacceptable, qui est insupportable. Et donc les Français aujourd'hui doivent faire état d'une reconnaissance pleine et entière. Et à l'aune d'anniversaires historiques célébrant l'histoire de l'Algérie, il faut qu'il y ait ces pas, forts, francs, sortir de cette hypocrisie. Encore une fois, reconnaître l'histoire de l'ignominie coloniale, ça n'est pas aujourd'hui rabaisser la France, ça n'est pas faire état de repentance. Reconnaissance n'est pas repentance. Il faut que la France et les Français, notamment ceux qui dirigent la France, le comprennent. Karim Zeribi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange, pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Al24 News.